Je suis Lydie Nzengu Koumadguéré, vice-présidente chargée des relations extérieures au mouvement centrafricain pour la rupture. Ce n'est pas un parti politique, mais un groupe de réflexion, un think tank, donc un peu à l'initiative de cette journée, avec l'appui bien entendu du Centre pour le dialogue humanitaire. Alors je vais appeler le président du MCR pour venir vous souhaiter la bienvenue. Ensuite, le représentant du Centre pour le dialogue humanitaire. Et je laisserai la parole à monsieur Anissé Guillama pour clôturer pour les mots de remerciement. Je vous remercie. Monsieur Jean-Paul Kimoto. Monsieur le ministre conseiller à la présidence, messieurs les représentants de l'association du Centre Dialogue Humanitaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, bonjour à toutes et à tous. Au nom du mouvement centrafricain pour la rupture, je vous souhaite la bienvenue pour cette journée citoyenne de concertation préparatoire au Forum de la réconciliation de Bangui en République centrafricaine. Je voudrais tout d'abord, au nom du MCR, remercier chaleureusement notre partenaire principal, l'association du Centre de dialogue humanitaire, HD, qui a grandement contribué à la réalisation de cette journée. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour leur exprimer toute notre gratitude au regard de leur implication active dans le processus de réconciliation nationale en République centrafricaine. Je voudrais aussi remercier Monsieur le ministre conseiller et envoyé spécial de Madame la Présidente de la Transition. Enfin, je voudrais remercier tous les partenaires, les amis de la Centrafrique, les intervenants et tous les invités qui ont pris l'initiative de venir soutenir cette action citoyenne. La diaspora centrafricaine, entendue comme ensemble d'individus vivant sur un territoire et ayant en commun la certitude ou le sentiment d'être originaires d'un autre territoire avec lequel ils entretiennent des relations régulières, symboliques ou mythologiques, et se veut un partenaire au développement de la République centrafricaine, surtout en ces temps de crise. Crise dont on peut dire qu'elle est liée aux problèmes de gouvernance et à la prédation des factions armées. Problèmes de gouvernance, ils peuvent s'illustrer entre autres par le pilotage à vue sans perspective d'avenir, le détournement massif des deniers publics, le tribalisme, le clientélisme, les entraves répétées aux droits de l'homme et beaucoup tant de mots que je me garde d'énumérer ici. Prédation des factions armées, cela ne souffre pas de discussion puisqu'il est contemporain. Là où se trouvent des gisements de diamants, d'or, de minerais, se trouve une horde d'individus en armes. Ainsi dépossédé, l'État centrafricain s'est métamorphosé en un État zombie qui vit grâce à l'aumône de la communauté internationale et ou des États voisins. Hier, c'était la Libye, aujourd'hui, c'est le Congo-Brazzaville et autres Angola, devenus autrement célèbres comme chacun de nous le sait. État zombie, État fantôme, car insusceptible d'assurer un minimum de bien-être aux citoyens, tant les services publics sont quasi inexistants. La République centrafricaine a perdu le peu de souveraineté conquise à l'indépendance, devenant ainsi l'enjeu et la proie des forces géostratégiques environnantes. C'est à la reconstruction de l'État, ou plutôt à la construction de cet État, dans un environnement de crise qui exige des mesures urgentes, que la diaspora entend contribuer. C'est dans cette optique que nous, Mouvement centrafricain pour la rupture,
nous sommes concertés et organisés en think tank pour réfléchir, élaborer et surtout proposer des solutions. Le MCR qui prône la rupture avec les systèmes de gouvernance qui ont mené le pays dans le gouffre n'a pas vocation à constater ou à commenter la situation dramatique que vivent nos concitoyens. Nous devons être force de proposition. Et c'est d'ailleurs dans cet objectif que nous avons souhaité et pris l'initiative de cette journée patriotique préparatoire au Forum de réconciliation de Bangui. Comment la diaspora doit-elle agir? En mobilisant ses potentialités, notamment son expertise, en mutualisant nos forces et nos talents selon des modalités à définir, insufflant cette énergie nécessaire pour poser les bases du plus jamais ça. Rassemblons-nous, travaillons et proposons. Arrêtons l'émotion et le fatalisme, le fameux Asarayape. À l'heure des technologies de la communication, de la mondialisation, avec la réduction de l'espace par rapport au temps, il n'est plus besoin de relocalisation physique. Des prestations pouvant être assurées virtuellement. Taisons nos querelles de clochers au sein de la diaspora. Cela est à la fois déplorable et indécent vis-à-vis de ceux qui ont versé leur sang, de ceux qui souffrent dans les camps de fortune, ou encore de ceux qui peinent à se nourrir au quotidien en République centrafricaine. Ce forum de la réconciliation nationale devra poser les bases d'une ère nouvelle. Et la diaspora devra prendre toute sa place dans ce processus en étant force de proposition pour que ce rendez-vous soit une réussite. C'est une tâche ardue, certes. C'est là l'objet de cette réunion qui tient place parmi d'autres. Nul ne se méprend sur l'apport de la diaspora. À preuve, la présence parmi nous de Monsieur le ministre conseiller, mandaté par la présidente de la transition. À nous de nous montrer dignes de la confiance du peuple centrafricain, de la confiance de la Centrafrique. Je vous propose donc d'écouter les premiers intervenants qui vont faire état de leur contribution sur les thèmes de vérité, de dialogue, de justice et de réconciliation. Quant à nous, patriotes de la diaspora, nous pouvons dire, pastichant cette étudiante turque, la France, c'est mon pays de tous les jours. La Centrafrique est mon pays de toujours. Vive le peuple centrafricain. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce message qui vient vraiment du cœur. Je vais appeler maintenant Monsieur Freddy. Monsieur le Président du Mouvement centrafricain pour la rupture, merci de me céder la parole par la voix de Madame Lydie. Monsieur le ministre conseiller, chers amis de la RCA, cela fait 8 ans bientôt que le Centre pour le dialogue humanitaire, fondation spécialisée dans la médiation basée à Genève, fréquente votre beau pays. Les premières rencontres entre le CDH, aujourd'hui que nous appelons familièrement HD, et la République centrafricaine, datent des concertations du mois d'août 2007, lorsque, au lendemain des accords de Birao de 2007, après les combats qui avaient opposé les FACA aux troupes de l'UFDR, vous vous rappelez que les accords de Birao avaient comme une des recommandations l'organisation d'un dialogue politique inclusif. Et c'est après cela qu'au mois d'août 2007, il y a eu les concertations à Bangui, auxquelles participait l'ancien président
François Bozizé, qui était le président dirigeant à ce moment, et à l'issue desquels il a été demandé de mettre en place un comité préparatoire du dialogue politique inclusif dont la présidence a été confiée à notre organisation, le CDH. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, au regard de la situation que traverse votre pays, HD se sent quelque part interpellé. Le travail que nous avons mené avec vous du 18 décembre 2007, lorsque le comité préparatoire était installé dans le palais de l'Assemblée nationale, au 31 mars 2008, un travail acharné, assidu, qui préparait les travaux de ce dialogue dont les assises se sont tenues du 9 au 20 décembre 2008 à Bangui. Vous vous rappelez certainement de la ferveur qui avait entouré aussi bien les travaux préparatoires que la tenue de ces assises. Et au lendemain du dialogue politique inclusif, je pense que l'espoir était permis. Nous pensons que l'espoir était permis. Il y avait un élan de solidarité, un élan de communion autour du destin de la RCA, que nous pensions tous que c'était justement le moment de plus jamais ça. Mais hélas, la nature humaine nous réserve des surprises. L'homme est capable du pire comme du meilleur. Mais depuis le 10 décembre 2012, nous avons assisté à un nouvel épisode, triste épisode pour l'histoire de la RCA, qui a rouvert ces sombres pages de rébellion, de guerre, de violence. Je me rappelle bien de la Saint-Sylvestre, la nuit de la Saint-Sylvestre, 31 décembre 2012, que j'ai passé à Bangui, où justement nous travaillions, nous échangions sur l'ouverture des négociations à Libreville, qui ont commencé une semaine après, le 7 janvier, pour être clôturées le 11 janvier par un accord que tout le monde avait salué. 11 janvier 2013, une fois de plus, tous les Centrafricains se sont mis à rêver de paix. Ils ont cru que c'était possible. Mais le 24 mars, disons à partir du 16 mars, lorsque un nombre de ministres appartenant à la Séléka ont été retenus, je pense que c'était à Sibut, ont été retenus, et que 9 jours après, ils déferlaient sur Bangui pour renverser le pouvoir. Je pense que vous pouvez mesurer le déchirement que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a vécu à ce moment. C'était un rêve qui volait en éclats, le rêve de paix. Et depuis le 24 mars 2013 jusqu'à aujourd'hui, avec des épisodes que vous connaissez, août 2013, et surtout cette nuit terrible du 4 au 5 décembre 2013, la nuit de mercredi à jeudi, c'était quelque chose de saisissant. Et je vous assure que ce jour-là, cette nuit-là, pour moi, je vous le confie en toute transparence et en toute fraternité, la RCA, une et indivisible pour moi, a disparu ce jour-là. J'ai vu en une fraction de seconde des gens s'entretuer comme s'ils ne se connaissaient pas. On ne peut pas me l'expliquer. Je viens du Burundi. Nous avons vécu des scènes inimaginables. Et ça m'a rappelé cela. Qu'est-ce que ces gens que j'avais connus quelques années auparavant, avec qui nous avons partagé des moments agréables indifféremment, qu'est-ce qui leur prenait en une fraction de seconde pour qu'ils s'entretuent comme s'ils ne s'étaient jamais connus? Toutes les explications ne sauront nous dire comment on en est arrivé là, mais hélas, 3 fois hélas, voilà où nous en sommes. Et là où nous sommes aujourd'hui, je m'en rappelle de manière triste, mais aussi c'est cela. Lorsque le lundi 9 décembre 2013, je rencontrais l'ancien président Jotodia, je lui ai dit, Monsieur le Président,
la RCA a disparu. Parce que beaucoup de vos concitoyens vous voient comme le seul président, le président des seuls musulmans de votre pays. Faites en sorte d'être le président de tous les Centrafricains. Le moment est grave. Lundi 9 décembre. Donc c'est pour, en votre sens, cela, c'est vous dire comment, au Centre pour le dialogue humanitaire, nous avons vécu de manière dramatique ce qui continue à arriver à ce pays ami, puisque justement les Centrafricains nous avaient fait confiance, nous avaient appelés pour les accompagner, les appuyer. Donc c'est dans cette même logique que depuis que nous avons organisé à Bangui, du 10 au 12 juin de l'année dernière, un atelier de réflexion sur la reprise du dialogue politique, atelier auquel j'ai pu rencontrer pour la première fois Mme Lydine Zengou. Nous nous sommes dit, quand elle m'a interpellé en fin d'année dernière, nous nous sommes dit qu'il faut faire quelque chose. Il faut continuer à réfléchir, il ne faut pas baisser les bras. L'heure est grave, la patrie est en danger. Il faut un sursaut qui aille au-delà de tous les clivages pour que justement nous puissions ressusciter en chacun d'entre nous. J'utilise le nous à bon escient. Votre beau pays est l'un des rares où, en tant que Burundais, je m'y rends sans demander de visa. Donc, vous pouvez vous imaginer tout ce que je ressens à partir de ce moment. Et donc, nous avons répondu très positivement avec les modestes moyens que nous avons, c'est accompagner cette journée de réflexion. Et n'est pas tout, et n'est pas solution à tout. Mais je pense justement que lorsque nous rêvons seuls, ça ne reste qu'un rêve. Mais lorsque ce rêve de paix est partagé, c'est peut-être le début d'une réalité. Et je souhaite pour la RCA que cette rencontre, comme celle que nous avons soutenue à Lomé le 7 février la semaine dernière, que ce rêve partagé de paix, de concorde, de cohésion et d'unité soit partagé et soit le début d'une réalité. C'est ça le message dont nous sommes porteurs, que nous partageons avec vous. Nous vous disons bon courage, nous sommes avec vous et je pense que demain nous y parviendrons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Freddy. Je vais inviter le ministre conseiller, Monsieur Clément Guillama, à prendre la parole. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom des autorités centrafricaines en général et particulièrement de Madame la Présidente de la République qui a bien voulu me charger de venir à vos côtés à l'occasion de l'organisation de cette journée citoyenne qui est une initiative des Centrafricains. C'est une heureuse initiative puisque au mois de septembre dernier, il y avait une rencontre dénommée Conversation centrafricaine de la diaspora qui a eu lieu à Lille, auquel Madame la Présidente avait aussi bien voulu me demander d'y aller pour porter un message. Et à cette occasion, j'avais découvert que c'était certes une initiative qui regroupait les Centrafricains, mais qui ne venait pas d'eux-mêmes. La différence donc entre la rencontre de Lille et celle d'aujourd'hui, c'est que véritablement c'est une initiative venant des Centrafricains. Et c'est pour cela que Madame la Présidente ne pouvait pas ne pas faire le même geste en demandant que les autorités soient représentées pour porter leur soutien, pour porter leur accompagnement. C'est dire qu'il y a une détermination très forte, Madame la Présidente, de toutes les autorités de la transition, de soutenir toutes les initiatives des Centrafricains, où qu'ils se trouvent,
et de tous les bords. Parce que comme le disait le représentant du CDH, qui a notre mandat et qui travaille avec nous selon la genèse qui a été retracée ici par Freddy, l'objectif ou la vision que Madame la Présidente a formulée pour notre pays, c'est d'abord de rassembler tous les Centrafricains, de leur donner l'occasion d'échanger sur le problème du pays et au-delà, évidemment, de prendre leur destin en main. Nous aurons beau avoir les accompagnements des partenaires extérieurs, mais tant que nous, les Centrafricains, nous n'aurons pas pris conscience que c'est à nous de nous approprier le processus politique de dialogue et de réconciliation, peut-être que nous n'arriverons pas à trouver la bonne voie de sortie définitive de la crise. Et c'est dans ce cadre-là que un rôle très important est accordé à la diaspora. Madame la Présidente, en tout cas, y croit fermement. Je n'ai pas besoin ici de dire tout ce que Madame la Présidente fait déjà pour la diaspora, en essayant d'impliquer les ressortissants de la diaspora dans son action. Je crois qu'il y en a parmi vous qui savent ce qui est fait, et donc je n'insisterai pas là-dessus. Donc, il est accordé un rôle prépondérant à la diaspora. Et puisque le problème de la RCA, c'est un problème des Centrafricains, il nous faut tirer les leçons des expériences douloureuses du passé afin de construire un avenir meilleur. Dans ce cadre, ce que les autorités de la transition actuelle pensent, c'est l'exigence d'un changement de paradigme, à l'instar de ce qui se passe autour de nous. Et c'est un peu de cela que parlait M. Kouroukié tout à l'heure, à savoir si nous pouvons taire nos querelles pour faire valoir l'intérêt supérieur de notre pays. Nous aurons fait un grand pas vers la réconciliation. La voie de la sortie définitive de la crise, pour ce qui concerne les autorités de la transition, et notamment de Madame la Présidente, c'est le dialogue franc, sincère et constructif. Et tout naturellement, cette initiative du mouvement centrafricain pour la rupture vient à point nommé, puisque, et j'en profite pour remercier Lydie pour son aimable invitation, ainsi que le président pour les propos qui ont été tenus, allant dans le sens d'un mouvement qui serait une force de proposition. Et à cet égard, je tiens à dire au nom des autorités de la transition, et notamment de la présidente, que toutes les bonnes idées, toutes les bonnes initiatives seront prises en compte, seront intégrées à tout ce qui se fait pour que le pays puisse sortir de la situation actuelle. Comme vous le savez, chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui à la phase des consultations à la base, qui était la phase 2 après l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville, lesquelles consultations à la base devaient conduire au forum de Bangui, dont la commission de préparation a déjà été mise en place. Et donc, je crois pouvoir dire que la rencontre d'aujourd'hui est en miniature les consultations qui ont déjà été entamées dans les 16 préfectures de la RCA, à Bangui, mais aussi dans les 4 pays limitrophes, que sont le Tchad, le Cameroun et les 2 Congos. Je pense que c'est vraiment une grande opportunité qui vous est offerte d'apporter votre contribution, qui est d'ailleurs attendue, sans exclusion et de la manière la plus positive possible, puisqu'aujourd'hui,
nous sommes à l'ère d'une nouvelle prise de conscience et nous pensons que c'est avec tout le monde que nous pouvons avancer. Et comme elle m'a le dit, Madame la Présidente, nous avons atteint le fond. Nous ne pouvons que nous relever. Et à cet effet, pour nous relever, il nous faut le faire ensemble. C'est pour cela que c'est une dynamique unitaire qui va être mise en place. Et je remercie encore le mouvement centrafricain pour la rupture, le Centre pour le dialogue humanitaire, de l'occasion qui nous a offerte d'avoir cet échange qui nous permettra, en tout cas pour ce qui concerne nos compatriotes de la diaspora, d'apporter leur contribution qui sera versée à tout ce qui se fait pour sortir le pays de la situation actuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Avant d'aborder les panels, je voudrais quand même aussi remercier particulièrement des mouvements, des groupes qui ont été dès le départ partie prenante, qui dès le départ ont adhéré, qui dès le départ ont dit oui. Alors je vais citer le collectif du 11 mai. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a le comité ad hoc. Il y a la coordination, il y a des représentants de la coordination des centres africains de l'étranger. Il y a Jean-Pierre, c'est quoi? La Ligue pour l'éducation. Serge Majot. La diaspora centrafricaine agissante. Il y a AP2R. Donc tous, hein, nous avons pris conscience, je parle un peu au ministre conseiller, nous avons pris conscience que c'est fini de travailler isolément dans son coin. Le temps est arrivé pour que toutes les associations travaillent ensemble. Malgré nos différences, il y a cette force. Cette force s'appelle RCA. Pour la RCA, nous sommes capables d'avancer, nous sommes capables de nous réunir, nous sommes capables de proposer. Parce que la RCA, qui a cité, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le président, la RCA, nous l'avons dans le cœur, nous l'avons toujours. Donc voilà, je tenais au moins à adresser ce message à tous ceux qui ont été là dès le début. Donc merci à vous, ça n'a pas été facile, mais nous sommes arrivés, nous sommes là aujourd'hui et je sais que nous allons faire du bon travail. Je laisse la parole à Maxime. Ok, merci à vous. Maxime Nana, comme a dit Lydie, coordinateur général du collectif du 11 mai pour la paix en Centrafrique. Donc, nous avons œuvré depuis le début de cette crise pour que paix, réconciliation, justice et sécurité reviennent en Centrafrique. Donc, je vais vous annoncer, vous rappeler le programme de la journée. Donc, la matinée, ça sera consacré à 3 panels. Donc, il y a un premier panel qui porte sur dialogue, vérité, réconciliation. Un deuxième panel donc, sur paix, sécurité. Le troisième panel, donc gouvernance, élection, constitution et assistance aux personnes affectées. Donc, je demande à Guillaume Grézing, qui fait partie du premier panel, de s'installer avec les autres sur le podium. S'il te plaît, Guillaume. Aujourd'hui, pourquoi j'ai souhaité parler du dialogue? Comme le représentant de l'État centrafricain, le ministre conseiller, l'a bien dit, aujourd'hui, il est important... Alexis, excuse-moi, un peu plus fort, s'il te plaît. Désolé, bon, j'ai une voix qui ne porte pas beaucoup, en tout cas, est-ce que vous m'entendez bien? Comme ça. Super. Oui, donc je disais, comme le ministre conseiller l'a rappelé, cette notion de dialogue est importante. Et la question finalement que je me suis posée, bon, auparavant on a quand même eu, avant que je commence à faire mon exposé, des ateliers de travail, comme Lydie l'a cité tout à l'heure, avec différents mouvements qui sont présents, pour certains avec qui même j'ai eu à travailler, pour échanger, essayer d'apporter des propositions concrètes par rapport à ce thème donc, qui est le dialogue, la vérité, la justice et la réconciliation. Mon exposé, en tout
transparence se base sur ce travail qui a déjà été effectué au sein d'un groupe restreint. On s'est rencontrés le 17, donc ça a été les premières réunions, donc le 17 janvier. Ensuite, il y a eu une autre réunion, on dirait, on va plutôt dire une réunion de travail le 31. Donc à l'issue de cette réunion de travail, il s'est dégagé des propositions, des idées que moi-même de mon côté j'ai mûri, et on a mûri ça ensemble avec ce groupe pour pouvoir vous faire quelques propositions. Donc je vais porter. Alors sur cette notion de dialogue, comment sortir de la crise centrafricaine et réconcilier les Centrafricains entre eux-mêmes avec le dialogue, la vérité et la justice? Pour répondre à cette problématique qui est cruciale et importante, on s'est posé quand même certaines questions essentielles. Déjà par rapport au dialogue, qu'est-ce qu'un dialogue? Quels en sont les acteurs? Et je pense que le représentant du CDH l'a quand même rappelé tout à l'heure. Déjà, c'est l'État centrafricain, les différents groupes armés donc liés, il faut les prendre en compte à ces conflits permanents qui sont en Centrafrique. Quel est le cadre de ce dialogue que nous devons poser? Quel canal de communication utiliser et quel contenu de message à envoyer? Donc forcément, dans le dialogue, il est dit qu'il y a un émetteur et un récepteur. Dans ce dialogue-là, on entend bien sûr la sincérité. Et ça, c'est ce mot que j'ai aussi pu retenir tout à l'heure. La vérité, donc par là, je viens au terme de la vérité. Qu'entend-on par vérité? De quelle vérité s'agit-il en Centrafrique? Qui doit dire la vérité et dans quel but? En parlant de la vérité, ne devons-nous pas nous-mêmes commencer à nous interroger sur notre propre existence, sur notre propre identité centrafricaine? Voilà. Donc, il y a des questions qui ont été posées sur la justice et la réconciliation. Je laisserai Micheline aborder ces sujets-là. Avant quand même de commencer à vous parler des propositions, en tout cas, qu'on a retenues, des recommandations qu'on espère en tout cas vont être soumises à Bangui, il est important pour comprendre ces recommandations de balayer le constat. Le constat global aujourd'hui, je ne vais pas énumérer une fois de plus ce qui a déjà été dit par le président du MCR, tout à l'heure en rappelant les différentes causes et principales conséquences que cette crise nous a emmenées. Mais je tiens quand même à souligner certains détails. Aujourd'hui, on voit très bien qu'on a une injustice permanente qui gangrène notre société. Une société inégale où l'impunité et la loi du plus fort règnent. Par là, j'entends le manquement dans les applications des lois. Depuis l'indépendance, certains responsables politiques ont le sentiment de supériorité et d'impunité qui est né de l'héritage colonial. Donc il faut aussi se poser la question par rapport à notre histoire. La mauvaise gouvernance qui a été rappelée tout à l'heure, le manque d'éthique, l'absence d'autonomie dans l'appareil judiciaire, le manque de réformes aussi judiciaires qui puissent correspondre aussi à nos traditions centrafricaines. Le tribalisme, les préjugés, les rejets des hommes en uniforme par la population suite aux actes de traitement inhumain que celle-ci subit, parce que la plupart du temps ce sont les populations, les victimes. La fragilité de la démocratie et la corruption répandue, que ce soit dans l'administration, soit même dans la société centrafricaine globalement. Un service public à l'agonie, bon, je ne vais pas détailler tout ce qui a déjà été dit auparavant, mais je pense qu'il est important de souligner ça à nouveau pour pouvoir comprendre les recommandations qui découlent de ça. Partons de ce constat, on se dit très bien, en tout cas, si on définit qu'est-ce que c'est la notion du dialogue, qu'on a toujours eu depuis le début de l'existence de notre jeune État centrafricain un problème avec ce mot dialogue. Qu'est-ce que c'est un dialogue? Ou en tout cas, on l'a vu à l'envers, donc pas dans le bon sens, c'est-à-dire régler nos soucis, nos conflits par les armes. Et ce dialogue-là, aujourd'hui, il faudrait qu'il soit pensé, et c'est là où je félicite en tout cas
les autorités centrafricaines qui ont commencé à mettre ces consultations à la base et qui continuent. Aujourd'hui, je suis là pour en parler, pour pouvoir se redéfinir qu'est-ce que c'est ce dialogue-là et comment pouvoir le faire intégrer dans notre société de manière définitive. Donc, je tiens quand même à rappeler les différents dialogues qui ont eu lieu en Centrafrique. Donc, je peux parler du dialogue en 2003, surtout celui de 2008, qui ont eu de belles recommandations antérieures. Ces belles recommandations-là n'ont pas été appliquées, d'où où on en est aujourd'hui. Et à travers ces recommandations, j'aimerais souligner le fait qu'on a souvent pointé les projecteurs sur la classe politique, sur les différents représentants de la partie civile. Ça a souvent été des débats, des échanges clos. On n'a pas réellement pris la population qui est la première victime de ce conflit-là. On n'a pas pris en importance, et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant cette population. Donc, on a réfléchi à un certain cadre, aujourd'hui, qu'on a nommé exprès un baobab de la paix, mais qui pourrait aussi, c'est l'idée qu'il faut retenir, comme une maison de la paix. Finalement, ce dialogue qui commence aujourd'hui puisse se pérenniser et être permanent, parce qu'on a besoin d'avoir un dialogue permanent, ne fût-ce que pour prévenir et gérer et résoudre pacifiquement les conflits, sensibiliser la population sur le respect des droits et de leurs droits et de leurs devoirs, donc les droits de l'homme en l'occurrence, éduquer la population à la paix, éduquer la population dans son devoir de citoyen. Son devoir de citoyen, rapprocher les différentes parties, les aider à s'entendre sur une perception commune des causes de conflit qui les opposent et les aider à y trouver eux-mêmes une solution et les engager à les appliquer. Donc l'idée de ce concept baobab de la paix, c'est de pouvoir mettre en place un cadre idéal pour permettre aux gens de s'exprimer, et en ça, donc, les autorités ont commencé le dialogue à la base, mais il faudrait le mettre, il faudrait le pérenniser, ce dialogue-là, et donc, pour pouvoir le mettre en place, il serait important de pouvoir réunir certains leaders, donc, c'est vraiment une idée qui se base en local, pour après se décentraliser. Donc, réunir certains leaders, que ce soit au niveau des associations, bien sûr les leaders naturels d'une zone dite, les chefs de quartier, sans oublier l'administration centrafricaine qui doit accompagner ce dialogue-là, pour permettre à cette population de pouvoir être accompagnée, d'être au sujet même de l'action de la société centrafricaine. Donc, aujourd'hui, l'État doit pouvoir être garant de ce cadre. Et donc, ce que nous avons en tout cas retenu, c'est que ce baobab de la paix devrait être répandu au niveau national, que ce soit au niveau donc, des quartiers, des arrondissements de la capitale, mais aussi bien dans les villages et les autres communes de la RCA en général. Parmi ces actions de pacification, on pourra noter aussi une campagne de sensibilisation de la paix, une cohabitation non conflictuelle, donc cette campagne de sensibilisation en accompagnement de ce cadre idéal qui permet donc aux gens au quotidien de s'exprimer et de trouver des points d'entente, d'arriver à divulguer un message de paix au niveau national. Et juste avec ce cadre, ce peu de moyens finalement qui permettrait aux Centrafricains d'au moins d'échanger, on pourrait aboutir finalement à une réconciliation. Une réconciliation, bien sûr, il ne faut pas oublier que cette réconciliation et ce dialogue ne peut se tenir que s'il y a la sécurité mise en place, ce qui est le préalable de ce dialogue qui se veut être permanent. Voilà un petit peu mon exposé sur cette notion de dialogue en RCA qui est un facteur très important. Mais avec les différents thèmes qui vont être tout à l'heure cités, tout s'imbrique. Et ce dialogue-là ne peut pas se mettre en place sans qu'il y ait une sécurité, une structure, un cadre établi.
Et juste pour rappeler un petit peu ce que le président du MCR disait tout à l'heure par rapport à la diaspora, moi et ça a été aussi rappelé par le ministre, une vue sur la diaspora qui devrait être aujourd'hui normalisée, mais ce n'est pas le bon terme. Aujourd'hui, cette diaspora devrait être constituée et l'État centrafricain devrait l'aider dans ce sens-là. L'aider pour qu'elle puisse se structurer et aider les compatriotes qui vivent à l'étranger pour les accompagner, parce que ce conflit-là, qu'on le veuille ou pas, nous touche, nous ici. Ceux qui sont à l'étranger, nous qui sommes à l'étranger, que ce soit en France ou dans d'autres pays où certains compatriotes se retrouvent. Et il est important que cette diaspora-là puisse aussi se trouver un cadre idéal dans lequel elle puisse échanger et apporter des choses. C'est aujourd'hui ce qui se passe et j'aimerais que ce soit quelque chose de structuré par la suite. Voilà, et donc pour une petite pensée par rapport à cette diaspora, il serait aussi important, en tout cas, pour nous d'avoir une représentativité. Donc là, on parle plutôt au niveau parlementaire d'un député de la diaspora centrafricaine. Ça a été entériné, ça? D'accord. Ben, merci. Je suis membre du comité ad hoc Diaspora pour la paix en Centrafrique. Ce comité est issu de la conversation qui a eu lieu à Lille. Donc c'est une dynamique de quelques Centrafricains qui se sont mis ensemble pour œuvrer avec des méthodologies et pour une harmonisation de la diaspora. C'est ainsi qu'on avait initié la réunion du 17 janvier où on a invité toutes les associations à se mettre ensemble pour réfléchir sur les thèmes retenus pour le forum pour la réconciliation en Centrafrique. Et il s'en est suivi la réunion du 31 janvier et où tout un chacun s'est mis en atelier pour travailler. Et aujourd'hui, je porte une partie du fruit du travail de ce petit groupe qui a réfléchi sur le thème dialogue, vérité, justice et réconciliation. Donc, aujourd'hui, je veux vous présenter comment réconcilier les Centrafricains. Une question. Donc, pour se réconcilier, dans un premier temps, il faut faire cesser des accords qui existent entre quelqu'un, avec quelqu'un. Pour cela, chacun doit s'exprimer, dire les choses clairement et simplement. Car le fait d'éviter d'affronter le vrai problème entraîne une fausse réconciliation, donc qui, plus tard, va se ressurgir et passera à une confrontation. Pour une réconciliation authentique en Centrafrique, les autorités centrafricaines ont choisi l'appellation Forum pour la réconciliation nationale. Cet intitulé présente le forum comme une conclusion qui sera la réconciliation. La réconciliation, à l'instar du dialogue, doit s'inscrire dans un processus. Il faut tenir d'une part des solutions immédiates et d'autre part des solutions à pérenniser. Cela implique une acceptation et une déculpabilisation dans l'opinion publique des drames subis. Cette réconciliation, pour que ça puisse être effectif, impliquera une double démarche. Dans un premier temps, permettre à toutes les victimes de s'exprimer publiquement et librement. Et dans un deuxième temps, inviter les auteurs d'exactions ou les présumés auteurs des exactions à reconnaître leurs actes en écoutant les prétendues victimes. Concernant la première démarche, cela implique une analyse des motivations des actes. C'est-à-dire que les factions en présence peuvent juger légitimes
afin d'aider les citoyens à se sentir désormais membres d'une même action et accepter de vivre ensemble. Le cadre de ce dialogue, Baobab pour la paix, est idéal pour permettre cette compréhension. La deuxième démarche, est-ce qu'on peut... Juste un instant. J'avance. La deuxième démarche nécessitera que la justice s'applique. Il s'agira d'une justice répressive permettant la condamnation des bourreaux et d'autre part une justice restauratrice permettant une prise en charge globale des victimes, c'est-à-dire le côté moral, psychologique, matériel, financier. Cela favorisera une réconciliation individuelle dans un premier temps, c'est-à-dire permettre à chacun de faire le deuil du vécu avant une réconciliation généralisée, on peut dire nationale, entre toutes les Centrafricains. Il s'agit, à travers ces démarches, d'éviter la reproduction du même drame national. C'est une démarche qui se veut collective, forcément douloureuse, politiquement périlleuse, mais nécessaire et en exigeant du courage. On prendra comme exemple le cas de la réconciliation au Rwanda, le cas de la réconciliation en Afrique du Sud, et le cas de la réconciliation, ça s'est produit en France aussi, où les choses ont abouti et qui peuvent nous permettre que, malgré que cette pérennité, cette difficulté et que ça puisse être périlleuse, on puisse aboutir à une réconciliation réussie. Pour accompagner cette réconciliation, il faudra mettre en place une commission Vérité, Justice, Réconciliation qui pourrait être décentralisée dans les baobabs de la paix. Cette commission aura pour mission de faire la lumière sur les atteintes aux droits de l'homme par le recueil des témoignages directs de ceux qui s'estimeront victimes, d'accompagner les victimes dans les démarches judiciaires auprès des tribunaux, d'œuvrer à la réhabilitation symbolique, légale ou simplement administrative des personnes physiques ou morales. Cette commission sera composée de 3 sous-commissions. La commission 1 qui se chargera du recueil et des collectes des témoignages et des informations. La commission 2 de la réparation et la commission 3 réhabilitation. La commission travaillera en lien étroit avec la justice et dans un deuxième temps, il faudra créer des centres de soins médico-psychologiques que je dénommerai SMP, qui seront installés en fonction du nombre d'habitants dans les zones données. Ces centres seront composés de médecins, psychiatres s'il y en a, et des psychologues et assistantes sociales. Ces centres auront besoin d'accompagnement individuel, aura besoin pour mission d'accompagner individuellement les personnes dans leur reconstruction morale et psychique. Soutien à la formation des psychologues, déjà mise en place à l'université de Bangui. Motiver la spécialisation en psychiatrie des jeunes médecins centrafricains encore en formation. Concernant la justice, il faudrait augmenter la capacité des prisons, les réhabiliter aussi, apprendre à la population ses droits, et essayer de voir ce qui se ferait au niveau du baobab, de la paix. Restauration du service militaire obligatoire pour permettre aux jeunes d'apprendre le respect de la loi.
et l'intérêt général. La création d'un... Juste un instant. Juste un instant. Bonjour. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir être en contact avec vous à travers cet appel téléphonique. Comme vous avez dû le remarquer, je vous ai envoyé un représentant personnel, ministre conseiller à la présidence, en charge du dialogue politique et social. C'est pour vous dire tout l'intérêt que je porte aux réflexions, aux rencontres, aux avis, aux suggestions de la diaspora. Ayant été longtemps moi-même de la diaspora, j'accorde un intérêt particulier à la diaspora centrafricaine où qu'elle se trouve et en particulier à la diaspora centrafricaine en France. J'ai tenu à ce que le ministre conseiller participe à ces échanges entre centrafricains sur la situation du pays, sur la vision de la diaspora aux solutions de sortie de crise et surtout sur la contribution de la diaspora, même de loin, aux défis, aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Vous avez dû le savoir, ces jours-ci, nous avons entamé les consultations populaires à la base. Parce que notre vision est que nous devons tenir compte des aspirations profondes de nos populations en matière de réconciliation, en matière de sécurité, en matière de gouvernance, en matière institutionnelle. Mais ces consultations populaires, nous avons pensé qu'elles ne devraient pas seulement rester au niveau de nos localités intérieures, et que les Centrafricains qui sont à l'extérieur aient également le droit de donner leur point de vue, d'être consultés. Votre rencontre de ce jour est une manière également de vous consulter pour que vous nous aidiez à analyser les causes profondes de la crise qui nous a secoués depuis 2 ans et surtout de trouver des solutions innovantes, des solutions qui vont avoir l'adhésion de tous les Centrafricains de tous bords. Voilà les messages que je voulais vous porter ensemble avec vous. Nous allons continuer à mener le combat de la cohésion sociale, de la réconciliation sociale et surtout de la reconstruction de notre pays, quel que soit le bord politique auquel vous pouvez appartenir. C'est le message que je peux vous porter très sincèrement de tout cœur en tant que chef de l'État de la transition. Merci. Merci, on n'est pas seul. Donc, ce message nous réconforte, nous dit que la diaspora n'est pas seule. On compte sur la diaspora pour apporter sa contribution. Donc, c'est à nous maintenant, diaspora, de faire nos preuves. De faire nos preuves. De faire nos preuves. Je n'ai vraiment pas de mots pour dire à nous, diaspora, on nous donne l'occasion, on nous donne la plateforme, on nous donne notre temps. Alors, utilisons ce temps à bon escient pour être concret, rigoureux, constructif pour notre cher RCA. Nous pleurons tous les jours. Alors maintenant, travaillons, travaillons, travaillons. Merci Michel, toutes mes excuses. Il sera nécessaire d'augmenter la capacité des prisons et de les mettre en ordre, d'apprendre à la population ses droits et ses devoirs à travers le baobab de la paix, restauration du service militaire obligatoire pour les jeunes. Ils doivent apprendre le respect de la loi et de l'intérêt général. La création d'un conseil de justice indépendant
élu par ses pairs, éviter les lois d'amnistie pour endiguer l'impunité, qui a été ce que les différents dialogues ont connu jusqu'ici. Création d'un tribunal spécial pour la Centrafrique en ce qui concerne les violations du droit. Cette commission, ce projet a été déjà renforcé par la République centrafricaine qui a émis déjà l'idée, cette volonté de le faire. Adopter une réforme judiciaire générale permettant l'indépendance de la justice centrafricaine. Donc, pour conclure, ce forum se doit de permettre non seulement à la reconstruction de chaque Centrafricain, mais aussi ce sera l'occasion de faire asseoir une nation centrafricaine et une république laïque. Je vous remercie. Merci Micheline. Bonjour, je m'appelle Isabelle Edith Vacat. Je suis centrafricaine, juriste, journaliste. Au niveau de la diaspora, je suis dans aucun mouvement ici des Centrafricains. J'observe des actions de mouvement pour la rupture et de loin je contribue à ma manière à envoyer mes commentaires, à envoyer ma pensée après-midi pour avancer les causes des Centrafricains. Je milite aussi comme femme dans une association française qui s'appelle Femmes Solidaires, qui parle des femmes, des droits des femmes. C'est ce combat que j'ai toujours mené quand je suis en Centrafrique, en tant que femme des médias, en tant que femme juriste. Donc j'ai poursuivi ici dans une association des Françaises qui s'appelle Femmes Solidaires, qui lutte pour l'universalité des droits des femmes, pour essayer de pousser à ce que les droits des femmes dans le monde soient universels. Bref, c'est toujours difficile de prendre la parole après 3000 personnes parce que la plupart des choses que j'avais préparées sont déjà dites. Mais bon, je me reviens un peu pour parler de la justice. Je veux mettre un peu l'accent sur la justice. La justice est un élément de la réconciliation nationale parce qu'on a l'habitude d'écouter nous, les gens autour, dire maintenant que la justice est passée, je vais devoir me reconstruire, je vais devoir passer à autre chose, je vais devoir tourner la page. C'est ce qu'on a l'habitude d'écouter. Donc la justice est un élément clé qui amène un individu, une personne, un groupe, un État à se réconcilier avec son histoire, avec sa population. Je le dis comme ça parce que le représentant de la présidente avait parlé dans son discours des dialogues qui ont été faits en République centrafricaine. Au moins 3, 4, 5. Pourquoi on est arrivé aujourd'hui, on est revenu à la case de départ? Parce qu'il n'y a jamais eu de justice derrière ces dialogues. On n'a jamais demandé à la population, est-ce que vous acceptez de se réconcilier avec des gens qui vous ont fait du mal? On n'a pas écouté la population. Enfin, je jette quand même le feu parce qu'il y a une consultation à la base, aujourd'hui je crois, et que les vœux, tout ce qui se dit ici, devait se traduire dans les documents au niveau de Bangui pour permettre aux autorités de la transition de pouvoir comprendre ce qui est dans le cœur des Centrafricains de tous bords. Je dis pour parler de la justice, on doit se poser la question, la justice pour qui et pourquoi et comment? Et pour parler de la justice, il faut ramener les faits par rapport à la situation générale. Quel est l'état de notre justice à l'heure actuelle? Si on veut une justice saine pour les victimes, vous et moi, on est au courant que de l'année 60 à aujourd'hui, on a une seule maison d'arrêt dans le 7e arrondissement qui a une capacité limitée. Et de tout le temps, de toutes les crises qui se passent en Centrafrique, on n'a jamais vu les bourreaux en prison parce que
Même si aujourd'hui ils sont condamnés, le soir ils sont dans la rue, ils sont dans les quartiers avec les victimes. Ça fait que c'est difficile. Pour parler de justice aujourd'hui, j'avais essayé de couper ma communication. Je dis, il faut analyser les faits par rapport à la situation générale. L'analyse de faits, ça se fait par exemple, la situation qu'on a connue, je brosse l'ensemble des violences qu'on a connues jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est des violences graves, très graves, que même le pays à un moment donné n'avait pas prévu ces infractions dans sa constitution, c'est au niveau international. Donc il faut voir la capacité des lois nationales à prendre ces infractions en charge et de voir, de permettre aussi au pays de voir au niveau international qu'est-ce qui est fait, est-ce qu'on est mort, est-ce qu'on a signé des conventions pour pouvoir traiter ces infractions-là. Et en deuxième position, je dis, pour parler même de la justice pour les victimes, il y a des personnes en amont qu'il faut voir leur manière de travailler. J'ai cité les policiers, les gendarmes, c'est des gens auprès de qui la première plainte doit être déposée. J'ai parlé des témoins, j'ai parlé des avocats, la prise en charge des victimes, les avocats, j'ai parlé des avocats. J'ai parlé des médecins et des psychologues aussi, parce qu'il faut des médecins pour que ce soit dans les cas de l'assassinat, des viols, tout et tout. Il faut des médecins. J'ai parlé des travailleurs sociaux, des associations d'aide aux victimes. J'ai parlé des caisses d'indemnisation, etc., etc. Après, j'ai cité plein de choses que je crois que je vais faire l'économie. Comme le temps est court, on va aller dans les travaux en commission, ça peut aider à faire. Mais après, je reviens pour dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai été recrutée comme interprète à la Cour pénale, interprète de terrain. J'ai assisté toutes les victimes de conflits de Bemba sur le terrain Garawa. Je les ai écoutées. J'ai dit ce qu'elles ont dit aux avocates internationales qui ne parlaient pas sa langue, qui ne comprenaient pas. J'ai touché les victimes, j'ai pleuré avec les victimes, j'ai vu ce que c'est. Le viol en série, l'époque avec les Banyamulenge là. Et au niveau national, la justice s'est dessaisie de ces dossiers, mais il y a eu des viols en série. Il y a eu des femmes qui sont infectées par le VIH-Sida, il y a eu des femmes qui sont infectées et tombées enceintes, il y a eu ces enfants qui sont nés de ces viols. Aujourd'hui, c'est des non-dits. La justice s'est dessaisie de ces dossiers, s'est envoyée à la Cour pénale internationale. Entre-temps, la prise en charge de ces victimes, l'État n'a octroyé aucun centime, aucun fonds pour accompagner ces victimes. Ceux qui sont infectés, les femmes qui sont infectées, elles ont accouché des bébés. Il y en a qui ont eu la malchance que les bébés soient infectés à leur tour parce que la prise en charge n'étant pas beaucoup. La honte, la stigmatisation, mais il y a plein de souffrances jusqu'aujourd'hui. La procédure au niveau de la Cour pénale internationale, c'est normal, mais c'est une procédure qui est très longue, parce que l'ouverture du dossier ne veut pas dire aussitôt le procès. Parce que les preuves qu'on a en République centrafricaine, il faut bien que le procureur de la Cour pénale arrive sur le terrain, ramasse les preuves, retourne à la Cour pénale, faire un travail, revenir, on voit des enquêteurs sur le terrain, et ça fait plusieurs années, ça fait 10 ans aujourd'hui, c'est pas encore terminé, je crois. Et les victimes, il y en a qui sont mortes ou sont morts, ne savent pas que la justice va leur être rendue. Entre-temps, le sida fait son chemin, les gens sont morts, les enfants sont là. J'ai assisté une fille sur la route de Damara qui a été rejetée par sa famille parce qu'elle était victime de viol avec grossesse et l'enfant. Il y en a qui ont tué, mais bon, c'est des secrets dans le cadre de la profession. Donc, pour parler de la justice dans le cadre d'espèces, j'ai écouté le monsieur du centre de dialogue a parlé qu'il n'a pas reconnu le centrafricain dans la nuit du 4 au 5 décembre. On ne va pas bonnement aller devant un forum et dire que lui on pardonne. Est-ce que vous avez posé la question
à l'orphelin de demain pour lui dire que vous acceptez de pardonner et sans justice? Est-ce que vous avez posé la question? Il faut poser la question. Est-ce que d'ici demain, vous avez posé la question à ceux qui ont vu la maison brûler? Non. Il faut faire la justice et on veut cette justice bien pour que d'ici demain, si la justice elle est faite dans les normes, la réconciliation s'installe dans les cœurs des Centrafricains demain. Je m'arrête là, on va dans les commissions après. Bon, je vous remercie. Merci. Je passe la parole à Guillaume Plezégué qui va nous faire un exposé sur l'intérêt général. Merci. Chers compatriotes, distingués invités, la République centrafricaine, notre cher et beau pays, une fois de plus, est tombée dans le chaos. Mais cette fois-ci, le gouffre est profond. Les conséquences irréversibles, et il lui faudra plusieurs décennies pour effacer toutes les cicatrices. Les efforts sont néanmoins consentis, mais les populations veulent tout maintenant et tout de suite, parce que leur vie se résume à une survie quotidienne. L'enjeu capital demeure pour l'heure une véritable réconciliation nationale, qui inévitablement ne pourra passer que par un dialogue politique qui rassemblera toutes les forces vives de la nation, qui pour une fois se parleront franchement et ouvertement, afin que Dame Justice puisse faire son chemin et les Centrafricains le deuil de tous ces épisodes malheureux, gérés et gouvernés par les Séléka et Antibalaka. Pour que cette fois-ci, ces différents forats qui seront mis à disposition des Centrafricains puissent être sanctionnés par le succès, inévitablement, le supra et intangible intérêt général de la nation devra être le socle, la fondation de tous les débats pour permettre cette véritable réconciliation nationale. Qu'entendons-nous par intérêt général de la nation? Par intérêt général de la nation, nous entendons la priorisation des intérêts du peuple centrafricain au détriment des intérêts partisans, privés, égoïstes et de l'agenda caché des uns et des autres. Que nous est-il arrivé en Centrafrique? Comprenez mon émotion. Comment avons-nous pu et continuons-nous à hypothéquer l'avenir de milliers de petits Centrafricains et Centrafricaines? Comment pouvons-nous prétendre gérer et gouverner le pays alors que nous ne pouvons entendre les cris de détresse des Centrafricains poussés depuis plus d'une trentaine d'années? Dans cette opacité et ce brouillard qui sévissent et règnent en Centrafrique, la lumière doit se faire au travers d'initiatives communes, conjointes, pour le Centrafricain. Un nouveau mode de pensée doit voir le jour. Une nouvelle méthode inclusive de gouverner doit être le moteur du pouvoir politique et de la vie publique en République centrafricaine. En un mot, un esprit patriotique doit être construit inévitablement pour que plus jamais ça. Cet esprit doit voir le jour maintenant, au moment où Bangui se prépare à habiter cet énième forum que j'appellerai celui de la dernière chance. Parce que où ça passe, où ça casse.
Et il est encore possible que ça passe malgré ces derniers événements en relation avec Nairobi. Le patriotisme ne se déclare pas. C'est une identité et nous devons de la construire. Celle-ci passera par le retour à l'éducation civique et dès le bas âge à l'école maternelle, donc toutes les structures étatiques, privées et semi-privées. Nous devons construire des institutions fortes et des hommes forts, comme disait le président Obama. Le calcul est simple. Identifiant le nombre d'acteurs sur cet échiquier centrafricain. Pour la partie centrafricaine, ils sont au nombre de 5. Il s'agit de la présidence du gouvernement, le Conseil national de transition, les partis politiques, la société civile et enfin la population centrafricaine. Pour ce qui concerne la partie partenaire ou communément ce qu'on appelle la communauté internationale, ils sont au nombre de 10. Les Nations Unies, l'Union africaine, la CEAC, la CEMAC, le médiateur, le Tchad, la France, les États-Unis, l'Union africaine et toutes les ONG internationales. Toutes ces différentes entités énumérées ont un planning, un agenda, un objectif, des intérêts. Mais malheureusement, le dénominateur commun n'a jamais été et ne sera jamais en réalité la RCA et les Centrafricains, l'intérêt général de la nation. Nous connaissons toutes les divisions qui règnent entre les fils et filles de Centrafrique et cette division, le plus souvent instrumentalisée, par ceux qui sont venus nous tendre la main, leur profitent. Cela n'est rendu possible que parce que les fils et filles de Centrafrique ne priorisent que leurs propres intérêts. Tel fils du pays ou telle entité de la partie centrafricaine a pour interlocuteur telle entité de la communauté internationale. Ce fils du pays ou cette entité finalement devient l'instrument devant contribuer à permettre l'atteinte des objectifs de l'entité de la communauté internationale. Chers compatriotes, ne pensez-vous pas que l'heure est arrivée pour que nous, tous les Centrafricains, parlent d'une seule et même voix? Ne pensez-vous pas que l'heure est à l'union sacrée pour que l'intérêt général de la nation soit priorisé? Souvenez-vous de ce qui s'est passé en France, en Europe, dans le monde occidental, lorsque les actes terroristes ont été perpétrés sur le sol français. Que s'est-il passé? Tout le monde a parlé d'une seule et même voix, en criant haut et fort, « Je suis... » Voilà, très bien. Je suis Charles. La seule et unique condition qui pourrait faire inverser la courbe, changer les donnes et mettre en avant l'intérêt général de la nation pour qu'une véritable réconciliation nationale soit possible et que toutes les entités de la partie centrafricaine parlent d'une seule et même voix et présentent leurs priorités à toutes les entités de la partie communauté internationale en brandissant la pancarte « Je suis centrafricain ». Ces priorités sont et demeurent la sécurité sur toute l'étendue du territoire centrafricain, le retour des réfugiés et déplacés,
et un véritable dialogue inclusif où Dame Justice, dans sa somptueuse robe, viendra faire son travail. Que nos hommes politiques soient pour leur focaliser sur ces priorités avant de penser aux élections, parce que qui ira voter dans ces conditions? Je suis centrafricain et que tous les centrafricains, à partir d'aujourd'hui, brandissent cette pancarte, je suis centrafricain. Je vous remercie. Donc pour le panel 1, donc on a abordé les 4 sous-axes. Maintenant, parole à vous, public, si vous avez des questions, des précisions à demander. Je suis Arnaud Yaliki. Je suis les activités de l'IPAP, Institut panafricain d'action et de prospective, une association qui vient de naître. Voilà. J'ai oublié, hein, je suis en thèse, je prépare une thèse où je travaille sur la crise centrafricaine. Voilà. En fait, tout à l'heure, je fais partie aussi du premier panel. Hein. Mon temps ne m'a pas permis d'échanger avec les compatriotes. Donc, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. En fait, dans votre exposé tout à l'heure, vous avez posé une question: pour qui rendre justice? Et cette question m'a interpellé. Je me suis dit, il y a une chose peut-être que nous n'avons pas ignorée, mais dont nous n'avons pas fait mention, c'est l'approche institutionnelle de la crise centrafricaine en fait. Parce que si nous nous posons la question pour qui rendre une justice, on est censé poser une question sur les acteurs de la crise. Parce qu'on oublie les acteurs de la crise. Pour une mémoire collective, nous devons nous interroger: que sont ces Séléka? Que sont les anti-Balaka? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Parce que si nous connaissons leurs revendications, ce serait une bonne chose aussi de savoir pour qui rendre la justice et qui sera le débiteur de cette justice. Donc voilà, je ne sais pas si ce n'est pas une question, mais c'est une proposition. Il serait très important de penser sur les revendications des Séléka et des anti-Balaka. Pour finir, je sais que je n'ai que 30 secondes. Pour finir, je pense que vous avez parlé de la création d'une commission de dialogue, vérité et réconciliation. Je pense qu'une commission a déjà été envisagée à l'époque où le président Bozizé était au pouvoir. Une commission a déjà été envisagée. Et du coup, il ne reste que de matérialiser cette commission. Il faut matérialiser cette commission. Ça a existé, hein, ça a existé partout ailleurs où les Sud-Africains en ont créé, les Burundais, les Rwandais, ainsi de suite. Mais pourquoi pas en Centrafrique? Donc vraiment, il faut juste matérialiser cette commission pour que la vérité puisse être établie sur les crimes du passé. Merci. Merci, bonjour à tous. Je réponds au nom de Souleymane Ismaël. Je suis sociologue de formation et en même temps membre du comité ad hoc de la diaspora centrafricaine pour la paix en Centrafrique. Ma question s'adresse aux panélistes qui ont évoqué la question de la justice en Centrafrique. En lisant le programme, j'ai lu une affirmation selon laquelle il n'y aura pas de réconciliation sans justice. Ma question est celle-ci. Et puis, dans l'intervention de Micheline, elle a parlé d'agrandissement des maisons d'arrêt au niveau de Bangui à l'intérieur du pays. Mais dans le contexte actuel où nous sommes dans une transition, pourquoi n'y a-t-il pas une justice transitionnelle? Parce qu'à mon avis, c'est cette justice transitionnelle qui devait gérer cette question de justice transitionnelle. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, quand on pense à une justice transitionnelle, qui doit-on juger? Dans un contexte où la crise a pris une allure civile, où parfois on voit des jeunes, des hommes,
des femmes et même des enfants s'en prendre au bien et à autrui. Dans ce cas-là, comment peut-on juger ces personnes-là avant d'aller à la réconciliation? Je vous remercie. Merci, Samuel. Encore 2-3 personnes, parce qu'on doit faire vite. Oui, bonjour. Serge Majot, directeur exécutif de Security Invest et patron de l'ICA Mobile dans plusieurs pays de la CEMAC. Je suis un peu pris de court par l'intervention ô combien brillante de M. Grézinguet. Donc il a pratiquement tout dit. Moi, je vais axer seulement mon intervention sur paix, justice et sécurité. Nous savons très bien que les Centrafricains n'ont jamais eu, nous sommes un peuple bantou, nous n'avons jamais eu de problème entre nous, que ce soit musulmans ou chrétiens. C'est juste la conséquence de ce qui s'est passé. Moi, je vais axer sur la sécurité. Rien ne pourra se faire au niveau de la Centrafrique si la présidente et les membres de la CEAC se concertent avec les pays du Nord, je vais nommer Soudan et Tchad. Excusez-moi, Serge, là vous parlez de sécurité. Oui. Sécurité, ça fera l'objet du deuxième panel. Ah, d'accord. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent, ils ne seront pas en mesure d'apporter une réponse à... D'accord, mais je vais garder ma question. Gervais Douba, je suis maître de conférence à l'Université de Rouen. Je suis en relation avec le groupe des NAS où nous travaillons sur des différents forums. Et j'ai été interpellé par l'intervention d'Isabelle qui m'a beaucoup plu. Je voudrais revenir sur un point. Est-ce que notre pays est un pays, un État, qui répare des injustices? Le problème de la réparation, me semble-t-il, est la marque de fabrique, l'irréparation, je dirais plutôt, est la marque de fabrique de notre État. Est-ce qu'on peut, au cours de ce forum de réconciliation, placer au cœur des débats la question des réparations? Parce que j'ai l'impression que notre pays, depuis l'accession aux indépendances, ne répare jamais. L'État casse et ne répare pas. L'État casse, détruit et ne console pas. Il n'y a pas de travail de réparation, de principe de réparation qui marque notre État. Ça, c'est en premier temps. Deuxième temps, quelqu'un d'entre vous a parlé des rencontres en Nairobi qui font, dont on parle beaucoup maintenant. Ma question est la suivante. Quelle est la légitimité qu'ont aujourd'hui Diotodia et Bozizé pour se retrouver à Nairobi tranquillement? Qui paye le transport? Au nom de qui parle-t-il? Y a-t-il dans le projet de la réconciliation que nous envisageons, y a-t-il au moins un principe de norme qui pourrait écarter désormais des gens comme ces deux personnes qui ont été à l'origine des massacres que nous avons connus? Y a-t-il un projet qui pourrait peut-être interdire que ces malades, au nom de la Centrafrique, quelle est leur légitimité qui leur permet d'aller à Nairobi tranquillement, d'avoir des relations? En d'autres termes, ils sont les chevaux de droit de qui? Merci. Excusez-moi, je voudrais juste faciliter la tâche aux panélistes. Il y a certaines questions qui dépassent nos compétences de cette salle. Donc, si vous pouvez répondre, tant mieux. Mais après, si ça vous dépasse, ça ne sert à rien d'insister. Merci. Bomba Nassina. Je suis ivoirien, donc je suis un ami de la Centrafrique. J'ai vu toutes les interventions tout à l'heure qui sont de qualité, mais il y a un élément que je n'ai pas peut-être entendu. Dans quelle langue va se tenir les différentes rencontres de réconciliation? Est-ce que ce sera en français, ce sera en songo, ce sera dans quelle langue?
Quand on a cité le cas de l'Afrique du Sud, le cas de Rwanda, il sait bien qu'en Afrique du Sud, la parole était libre, chacun avait la possibilité de s'exprimer dans la langue dans laquelle il se sentait libre. Quel sera le cas en Centrafrique? Merci. Merci, Yacine. Bonjour, Maître Makanamo, consultant juridique à Paris. Alors, quand je vois ici, on parle de dialogue, vérité, justice et réconciliation. À ma compréhension, je pense que quand on parle de vérité, c'est que quelque part, il y a une trahison. Et qui sont les responsables? C'est une question que je pose à nous tous. Qui sont les responsables de cette trahison que nous cherchons, à quoi nous cherchons la vérité au fait? Et si nous devons se réconcilier, il va falloir qu'on se dise la vérité. C'est une chose. Mais on ne peut pas se réconcilier si la vérité n'est pas dite. La question est simple. A-t-on le droit de savoir la vérité et ne pas le dire? Parce que il y a des gens qui sont responsables et qu'on n'a jamais dénommés, à qui on doit demander, à nous rendre compte. J'aimerais bien qu'on puisse m'éclaircir sur cette question. Merci. Merci. On prend 2 personnes et après on passe aux réponses pour faciliter. Juste la question, s'il te plaît. C'est juste, au fait, c'est pour compléter ce qu'il a Donc, dit. si c'est pour compléter. Non, parce que ma question, à la base, c'était ça, au fait. Donc, il a donc très bien, la même chose. Ouais. Non, le problème est que j'ai suivi les interventions. Pas beaucoup me connaissent ici. Juvenal Saint-Florien, conseiller en communication spécialisée, je travaille pour le groupe Total. Et je suis styliste aussi, ça c'est le côté artiste. On n'est pas là pour ça. Voilà, c'était pour compléter la question parce que ça va dans le même ordre d'idées. Vous avez évoqué la justice, la construction ou l'aménagement des prisons et tout, mais je n'ai pas entendu une seule fois quelqu'un parler des enquêtes. Il doit y avoir quand même une commission qui va mener des enquêtes. On va aller vers une justice sans prendre le temps de savoir qui a tué qui mérite d'aller en prison, qui va faire quoi. Il y a une dame qui avait souligné tout à l'heure l'exemple de l'Afrique du Sud, la commission vérité-réconciliation. Au Rwanda même, il y a eu à peu près le même type de procédure. Mais en Centrafrique, on n'en parle pas. On parle d'un forum qui va arriver, la réconciliation, mais on va réconcilier qui? Merci. Face à qui? Merci. C'est tout simplement. Merci. Moi, au départ, j'avais dit que comme on va travailler dans des commissions, je suis enrhumée, excusez-moi. Il y a des documents, je crois que le bureau va mettre à disposition toutes nos communications dans les commissions pour permettre aux gens d'exploiter et de travailler. C'est pour cela que je n'ai pas eu beaucoup de temps de détailler. La question de Souleymane qui parle de justice et de réparation. C'est Gervais qui parle de réparation. Dans ce que j'avais dit, l'État se dessaisit souvent des soucis comme ça, des difficultés, pour pouvoir laisser le temps à la Cour pénale de saisir ailleurs, de pouvoir faire le travail. Entre-temps, il n'y a aucune réparation, il n'y a aucune démarche d'accompagnement. Si les victimes sont identifiées, l'État centrafricain ne fait pas ce travail. Depuis toujours, même si ce n'est pas le problème des violences comme ça, mais un Centrafricain qui a un problème devant la justice de son pays, qui n'a pas de moyens, un paysan ne peut pas venir saisir la justice. C'est un constat qui est général. Il faut bien d'abord faire l'état de cette justice, comment on appelle les institutions judiciaires fonctionnent avec des déficits, comment augmenter le nombre de magistrats, former les avocats,
Un Centrafricain n'a jamais été juridictionnel. C'est une chose qui existe. Les avocats ne travaillent pas avec. Tu as des problèmes, tu arrives au tribunal, tu ne connais rien, tu es là. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est de ça dans la communication, j'ai dit, il faut que l'État puisse créer des caisses en entendant que si on saisit la justice internationale, mais au moins il y a une caisse d'indemnisation des victimes qui peut accompagner les victimes en attendant d'arriver un jour à un procès au niveau international, soit au niveau de la Cour pénale. Donc à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas réparation. Dans la communication, j'en viens parce que je regroupe des questions pour dire, j'ai pas eu le temps de nommer les gens, justement parce que il faut voir l'état de la justice et identifier qui sont les victimes. C'est un travail qu'on va faire en général. On ne va pas d'emblée dire que les Balaka et les Séléka. Donc c'est pour répondre à une question qui dit, mais qui sont les auteurs? On a pris l'exemple, je reviens sur la Côte d'Ivoire. Il y a toujours un chef d'équipe, il y a toujours des chefs ou des gens qui sont identifiés. Mais que ce travail doit se faire par la justice. C'est la justice qui a la compétence soit de saisir ou d'intervenir ou d'arrêter. Donc tout doit se baser sur la justice pour identifier les auteurs. Et puis voilà. À la date d'aujourd'hui, tous les Centrafricains sont victimes. Même ceux qui n'ont pas eu des choses cassées, qui n'ont pas eu des assassinats dans la famille. Mais le fait, l'infraction d'agrément, le fait de nous empêcher de réaliser des projets de vie, d'empêcher des gens, c'est une infraction aussi en justice. Donc voilà tout ça. On peut aller dans les travaux en commission pour essayer de recommander ça par rapport à la justice. Dans quelle langue? J'avais dit en processus de réconciliation nationale, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Mais comme c'est une communication, c'est un panel, on est en train de parler, tous les morceaux sont un peu dispatchés. On ne peut pas détailler, mais dans les travaux en commission, je crois, il faut sortir. On est un peuple où, à 80%, je peux limiter comme ça, analphabète. J'ai travaillé à la radio rurale, j'ai fait que ça. Donc que les femmes, que les jeunes au niveau rural n'ont pas eu la capacité d'aller loin parce que des distances pour aller à l'école, beaucoup de facteurs ont fait que les gens ne sont pas allés à l'école dans nos communes, dans la ruralité. Ce qui fait que la langue utilisée pour véhiculer le message en Centrafrique reste demain la langue sango. Donc c'est important, je disais même au conseiller, parce que j'ai vu même des choses ici, aussitôt j'ai proposé au conseiller, s'il arrive à Bangui, il peut essayer de demander aux confrères qui sont là-bas de traduire ces supports-là en langue nationale pour permettre au grand groupe d'écouter. Donc, la langue nationale sango demeure la langue où les journalistes doivent être mis en contribution. Parce que dans ma communication, si j'ai parlé des médias, j'ai parlé des supports, j'ai parlé des outils. Donc, je crois peut-être vraiment que dans les panels, les commissions, ces choses-là, comment on appelle, ces documents-là doivent être exploités. Bon, je laisse quand même aux autres collègues de reprendre. Bon, je pense que Isabelle a dit pas mal de choses pour répondre à différentes questions qui ont été posées. C'est sûr qu'au niveau de la langue, en tout cas du canal de communication, enfin, du contenu, c'est le sango, comme elle a bien dit. Mais derrière ça, par rapport, alors il y a une question moi, qui m'a interpellé par rapport aux enquêtes. Tout à l'heure, je parlais du baobab de la paix. Ce baobab de la paix est censé être le cadre où les gens qui sont victimes et en même temps qui doivent se prononcer sur des soucis qu'ils ont, que ce soit au niveau... de toute façon, ce sera que personnel pour la plupart du temps. S'ils ont besoin d'être orientés pour connaître leurs droits, pour connaître déjà en plus de ça, donc leurs devoirs, parce que c'est souvent ce qui nous invoque en Centrafrique, pour savoir ce qu'il faut faire et pas faire, ces gens-là vont être accompagnés. L'administration centrafricaine, bon, bien sûr, cette structure-là ne se substitue pas à l'administration centrafricaine qui, à travers ses institutions, doit faire son devoir.
son devoir de prestation sociale d'une part, et aussi donc, au niveau de la justice, de pouvoir rendre justice. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la partie commission que je vais laisser à Micheline de détailler un peu tous ces aspects-là, mais ce baobab de la paix, en tout cas, permettra, en tout cas, ce sera un lieu où les gens pourront être accompagnés de manière générale sur tous les aspects de la société centrafricaine et pour avoir, on va dire, de la proximité. Parce que la proximité, c'est ce qui manque en Centrafrique. Il est bien beau d'avoir des structures, que ce soit les tribunaux, que ce soit certainement des centres sociaux, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit où la population va toquer à la porte pour connaître ses droits et se dire, bon voilà, comment je fais, comment on m'aide. Pour rebondir un peu sur ce qu'elle disait tout à l'heure, on est un pays où il y a 80% de la population qui est analphabète. Mais c'est pas ça qui va nous bloquer aujourd'hui pour ne pas communiquer, pour que les gens ne puissent pas connaître leurs droits et leurs devoirs. Donc, à travers les outils que nous avons, il faudra les renforcer d'une part, et puis derrière, permettre aux gens de pouvoir être informés. Alors tout à l'heure, j'en ai pas parlé rapidement parce que comme j'ai pas mal de choses dans ce document, comme on disait si bien qu'on va aussi partager ensemble, il est important que cette population, en plus de ses droits, donc de ses devoirs, ce travail de citoyen, d'être au courant des affaires de l'État. Ça a souvent manqué. Les affaires de l'État, c'est les contrats qui sont signés. Avec qui? Avec quoi? Quel est l'intérêt général? Je crois que le compatriote en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut compléter ça aussi. La vulgarisation de l'information. C'est très important. Voilà. Je vais dans la continuité de ce qu'a abordé Alexis. Je pense que dans notre développement, on a essayé de répondre à la question quelle langue, quel jargon utiliser lors de ce forum. En Centrafrique, on a la langue sango. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment dit ou appuyé, mais on s'est interrogé dans notre atelier sur l'utilisation de la langue sango et subsidiairement de la langue du français. Par rapport à la justice et ce qui doit se faire, je pense que durant notre réflexion, on s'est rendu compte que tout se lie. En parlant de dialogue, en parlant de réconciliation, mais il y a des préalables. Les préalables, tant qu'il n'y a pas de sécurité, qui va se permettre d'aller, même si on met ce baobab de paix en place, qui va se permettre pour aller se confier et sortir de là sans inquiétude. Et au niveau des magistrats, où est-ce qu'on en est? Parce qu'au niveau de la Centrafrique, actuellement, même si magistrat il y a, même si structure il y a, qui peut se permettre de se prononcer sur une situation donnée sans se faire inquiéter sur le champ ou à la sortie. Donc, il y a des conditions préalables. L'État doit prendre ses responsabilités, ce qui n'est pas évident. C'est pour cela qu'après ces réflexions, on a essayé de proposer la mise en place de ces commissions. Ces commissions, c'est une préalable à la justice parce que ce n'est pas évident non plus à 2 jours de mettre un appareil judiciaire en place et de manière fonctionnelle. Donc pour permettre à ces gens, vu qu'actuellement en Centrafrique, il y a des consultations qui se font sur place, de tenir compte aussi de mettre en place ces maisons de paix, ces baobabs de paix, et avec aussi des médiateurs. On essaie de sensibiliser aussi à ce niveau-là les Centrafricains, que les Centrafricains soient impliqués dans ces démarches-là, parce que très souvent, on a les ONG qui travaillent, mais quand c'est fini, après leur départ, ben, il n'y a plus de continuité. Que les Centrafricains soient introduits dans ce système et qui prennent en charge
leurs compatriotes pour leur permettre de se confier. Et c'est au niveau de ces baobabs, au niveau de la commission récolte des informations et que le travail va se faire pour essayer de saisir une autorité judiciaire éventuelle qui sera mise en place. C'est pour cela que dans notre recommandation, en parlant de justice, on avait proposé la création de tribunal spécial pour la Centrafrique. Ça a déjà été évoqué, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait des magistrats centrafricains et des magistrats étrangers et que l'association puisse se faire avec aussi garantir leur sécurité, garantir la sécurité du pays pour qu'ils puissent travailler dans la quiétude et que les Centrafricains puissent se permettre de dire des choses qui les énervent, qui leur tiennent à cœur. Et c'est très important. Je ne pourrais que parler de cela tout en sachant que le travail n'est pas ficelé. On a encore le temps au niveau cet après-midi de continuer et peut-être que même aujourd'hui, on se rassemble aujourd'hui pour parler de forum, mais je pense que le travail, j'ai bien insisté que le dialogue réconciliation, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui est figé, qui peut se faire que voilà, cet après-midi, on sort d'ici et que tout est fini. Ce sera bien que tout le monde se mette en tête que après ce soir, le travail continuera et que nous, de la diaspora, qu'on essaie de garder cette dynamique pour qu'on puisse continuer, déjà, nous, à notre niveau, à nous retrouver et à œuvrer dans la continuité pour aider nos parents qui sont en souffrance en Centrafrique. Merci, Michel. Guillaume va finir, on va passer au deuxième panel. Je voudrais ajouter tout juste un petit mot sur la justice et ensuite la réparation. Vous savez, il y a une expression à Bangui, en RCA précisément à Bangui, tout le monde connaît tout le monde. La justice, je dépose une plainte, je ne suis pas connu, je n'ai pas un nom qui porte. Celui que j'ai déposé plainte contre lui va voir par exemple le procureur pour dire bon, il y a ça, je suis là, je suis ton ami. Le procureur va classer purement simplement la plainte. La passivité, déontologie, tout ça. Réparation. Je reviens de Bangui. Ce qui m'a un peu choqué là-bas, c'est quoi? Je vous donne les informations du terrain. Il n'y a jamais eu autant de camions, de semi-remorques, en temps normal qu'en temps de crise. Le gouvernement pouvait aussi prendre sur les recettes douanières, financer ces genres de problèmes, à savoir la réparation. Il y a plus de 300 camions qui rentrent à Bangui tous les jours qu'en temps normal, en temps où il y avait la paix. Donc ce problème, c'est d'abord à nous, Centrafricains, de gérer et attendre la main de la Commission internationale, parce que tout se résume autour de la communauté internationale. Nous, les Centrafricains, nous devons quand même prendre le devant pour que, après, nous puissions être aidés par les pays alentours. Merci. Merci. Alors, une dernière contribution, et moi, je voudrais quand même attirer l'attention des juristes, j'espère qu'il y en a dans la salle. Je vois Madame Traverso, il y en a certainement d'autres, parce que ça fait 2 ans que les Centrafricains vivent cette crise. Ça fait 2 ans que le peuple centrafricain est victime. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'en RCA, il n'y a pas une association, il n'y a pas un groupement, il n'y a pas quelque chose qui a déjà été fait
pour qu'ils puissent se porter, je ne sais pas, partie civile contre X, anti-Balaka ou Selika. Qu'est-ce qui existe concrètement aujourd'hui dans ce champ-là? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui a été fait? Parce que vous le dites, les populations ne le savent pas, elles ne connaissent pas leurs droits. Alors qui va aller aider ces populations? C'est juste quelques pistes pour les commissions, parce que c'est important pour les victimes. Je vous vais laisser la parole, mais il y a là, de tout le temps, je reviens par exemple sur les victimes qu'on a assistées. L'Association des femmes juristes de Centrafrique travaille sur ces thématiques il y a longtemps. Et on a des dossiers. Mais pour mettre ces dossiers, pour remettre à la justice, il faut bien que la justice, en amont, commence le travail. Ouvre l'enquête. Je termine, parce que à la date d'aujourd'hui, la loi nationale par rapport aux infractions qui sont posées, parce que je reviens toujours, il y a des choses dans notre constitution, dans notre code de procédure pénale, etc., on a tenu compte. Mais avec les nouvelles infractions, avec les viols massifs, avec la politique de terre brûlée, avec tout ce qui s'est fait, il y a eu beaucoup de choses que nous, il y a un vide juridique par rapport à ça. Depuis l'histoire de Bemba jusqu'à aujourd'hui, les juristes centrafricains sont en train de se chercher. Il n'y a rien de se fait. Peut-être si je manque, quelqu'un peut me démontrer, mais à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, je sais pas. Donc, il y a des associations, il y a plein d'associations qui travaillent sur ces dossiers-là. Mais on attend le moment venu. On attend au niveau de la justice, quelle est l'entité qui va être saisie. Bref, commission justice et réconciliation. Il y avait le magistrat Flamaro Goba et Mme Balékou qui étaient nommés avec certaines personnalités sur cette commission à la date d'aujourd'hui. Qui de vous peut me dire qu'est-ce qui a été sorti de cette commission? Puisque Mme Balékou partit à la présidence, le magistrat Goba est resté. On n'a pas écouté. Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont partis parler? On n'a pas écouté. Donc tout ça, c'est des choses, on est en train de dire, il faut faire ça, mais après, on va voir comment les autorités de la transition vont utiliser ce qu'on est en train de dire aujourd'hui ici pour travailler avec. Voilà ce que je peux ajouter. Merci. Nous serons contraints de peut-être prendre vos questions, vos contributions écrites et que ça sera versé pour les commissions. Je vous assure.